très bien qu'il y a eu cette réunion. Et puis il y a eu, moi-même, à cette réunion, j'ai donné des informations, j'ai donné des indications, mon collègue de l'Intérieur également, et nous avons partagé un certain nombre d'informations et nous avons fait prendre un certain nombre de dispositions. Voilà. Des instructions précises n'avaient pas été données concernant les préparatifs justement de ce coup de force. Alors, il faut rappeler quand même, Monsieur le Président, c'est que, comme je vous disais, le 19, d'abord avant le 19, aux environs du 17, nous avions reçu des informations de Jean-Pierre Mbemba, qui avait donc téléphoné au président de la République pour lui dire qu'il a attrapé chez lui trois individus, trois officiers de chez lui, qui donc ont été en contact avec un émissaire venant de Bangui, qui les a donc contactés là-bas dans l'intention de recruter des mercenaires. Et lui, il a mis la main sur ces trois personnes et il en a informé le chef de l'État. Le chef de l'État m'a appelé, il m'a fait part de ça et ensemble nous avons appelé Mbemba. Et Mbemba nous a dit oui, les trois personnes sont là-bas, qu'il les garde, après il les mettra à notre disposition donc pour enquête. Sur ce, le 19... C'était des personnalités militaires congolaises, hein. C'est des officiers... Pas des Centrafricains? Non, ce n'était pas Centrafricains, c'était des Congolais. Ok. Le 19, je crois le 18 au soir, Jean-Pierre Mbemba m'avait appelé et il m'a dit, écoute, il y a eu une mission centrafricaine qui est partie à Mobaye. Et cette mission avec une personnalité centrafricaine était accompagnée d'un de ses anciens collaborateurs qui est rentré maintenant en dissidence contre lui. Et ce collaborateur-là, à partir de Mobaye, a envoyé beaucoup de messages sur Gbadolité. Et parmi ces messages-là, il y avait une possibilité d'achat d'armes. Et qu'il vient d'apprendre aussi que des pirogues chargées de ces armes-là ont pris la direction de Bangui. Mais que selon lui, ces armes ne vont pas venir à Bangui, mais vont dépasser Bangui pour aller du côté de Zinga ou de Mungumba. Parce que d'après les informations qu'il a, il y aurait une opération sur Bangui, mais qui partirait plutôt de Mungumba, de Zinga, mais qui ne partirait pas de Bangui même. J'ai remercié donc Jean-Pierre Mbemba, j'ai rendu compte au chef de l'État et ensemble nous avons décidé donc des mesures à prendre. Donc j'ai mis en alerte la force navale et le BEMIA. Donc on a renforcé les éléments du BEMIA qui étaient donc à Mungumba et à Zinga. Donc heureusement que, comme on les a informés un peu avant, le 19, ils ont vu deux, comment on les appelle là, les balnéaires, mais avec des passagers qui étaient dedans, mais qui avaient l'air un peu bizarre. Donc, entre-temps, j'avais fait donner des instructions à la force navale et au BEMIA, à tous les éléments donc, qui travaillent sur le long du fleuve, qu'au-delà de 17 heures, les balnéaires ne doivent plus circuler. Alors, ces deux balnéaires-là étaient arrivés aux alentours de Zinga à 17 heures. Donc, c'est la force navale qui était à Zinga, leur a fait des sommations. Vous allez revenir après sur tous ces détails, mais ce que la Cour voudrait savoir, avant de rentrer dans ces détails que vous êtes en train d'introduire, c'est à la suite de la réunion présidée par le chef d'État, je vous rappelle que des instructions précises avaient été données. Et ce qui apparaît dans le dossier, c'est qu'effectivement, il y a eu un mauvais fonctionnement de tout le système en général. C'est pour cela que, quelles étaient les instructions qui avaient été données à la suite de cette réunion qui a précédé d'une semaine les événements du 28. Monsieur le Président, je crois que les comportements plus ou moins coupables qu'on pouvait déceler, c'est à partir justement de la non-exécution de certaines instructions qui devraient garantir
tout ce qui pouvait arriver de mal pour le pays. C'est par rapport à ça que la Cour veut savoir qu'est-ce qui a été donné comme instruction précise à l'ensemble des forces armées et les éléments de la sécurité. Alors, Monsieur le Président, je commande les forces armées centrafricaines. Je commandais à l'époque, hein, excusez-moi, et la gendarmerie. Monsieur le Président, la sécurité présidentielle n'était pas de ma compétence. C'était donc, il dépendait directement du président de la République qui recevait leurs instructions du président de la République. En ce qui concerne l'armée, Monsieur le Président, je n'ai pas reçu d'instruction de consigner les quartiers à partir de la date que vous m'avez dit, c'est-à-dire du 23. J'ai décidé de consigner les quartiers à compter du 26 mai, le 26, le 27, le 28 et 29 mai étaient les 4 jours où l'armée devait être consignée. Les instructions concernant les consignes des quartiers, Monsieur le Président, ne se donnent jamais par écrit. Ce sont toujours des instructions verbales. Et ces instructions ont été données au chef d'état-major de l'armée, au directeur général de la gendarmerie, dans mon cabinet, en présence de mon chef de cabinet et en présence de mon chargé de mission en matière de forces armées centrafricaines, qui est le commandant Bouba. Et en même temps, j'ai remis au chef d'état-major de l'armée une somme de 2 500 000 francs pour l'alimentation des quartiers consignés et au directeur général de la gendarmerie une somme de 2 millions de francs pour l'alimentation des gendarmes pour les quartiers consignés. Donc, voilà l'application stricte des instructions qui ont été données. En dehors de ça, Monsieur le Président, la patrouille a été donc renforcée, les moyens ont été donc donnés, et donc l'armée, en principe, devrait faire face à cet événement-là. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Vous avez eu des difficultés lorsque le coup a éclaté. Vous n'avez pas pu effectivement déclencher tous les systèmes pour parer au mal. Effectivement, Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. Mais je vous affirme, Monsieur le Président, je suis ministre de la Défense. Je ne suis pas chef d'état-major de l'armée, je ne suis pas le chef des corps. Vous savez, bien avant ce coup, il y a déjà d'autres petits problèmes qui sont intervenus. Et tout le monde sait à Bangui que ce soit le directeur général de la gendarmerie, que ce soit le chef d'état-major de l'armée, j'ai des problèmes avec eux. Et la collaboration a toujours été très, très difficile, même avec le commissaire du gouvernement près du TMP. Nous avions eu des relations qui ont été toujours très, très difficiles. Donc, moi, j'ai transmis les instructions, j'ai veillé à ce que ça soit appliqué. Les 2 premiers jours, ça a fonctionné, mais malheureusement, le jour du coup, je vous assure que ni le directeur général de la gendarmerie, ni le chef d'état-major de l'armée n'a pris ses responsabilités et personne n'a appliqué les instructions, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, je ne sais pas si vous avez des questions, mais cette période d'une semaine qui précédait vraiment la date des événements semble être une période capitale pour comprendre ce qui s'est passé. Par rapport à cela, si vous avez des questions ou les accusés ou les jurés ont-ils des questions, je vous donne la parole avant de continuer le débat. Non, Monsieur le Président, nous sommes à un procès où il vous sera difficile de faire la lumière, mais connaissant votre capacité en la matière, nous pensons que la lumière sera faite. Ce que je voudrais dire, c'est que le greffier a noté des éléments importants. Et je crois que les jurés ont suivi. Lorsque l'accusé de Mafout a déclaré « Moi, j'ai mis des piquets, j'ai organisé la ronde et il y avait 2 ou 3 véhicules qui circulaient. » Et puis au dernier moment, il vous dit « Moi, je suis que ministre de la Défense, je ne suis pas le chef d'état-major des armées. »
en réalité, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, quand un ministre de la Défense s'arroge le droit de dire moi je vais mettre tant de piquets ici, tant d'hommes ici, telle personne ici, je veille à l'exécution, il agit en lieu et place du chef d'état-major des armées. Et donc, nous aurons, au moment de lire les pièces du dossier, à lire la déclaration sur ce point précis du chef d'état-major des armées. Il dit que l'attitude de l'accusé Demafoot avait pour but de l'empêcher d'être opérationnel le moment venu. Mais là où l'accusé Demafoot ne vous répond pas, il vous dit en l'air, mon collaborateur, le procureur général, était à cette réunion. Je n'étais pas à cette réunion en tant que collaborateur du ministre Demafoot de la Défense à l'époque. J'étais là en tant qu'autorité chargée de la justice militaire. Et donc, il a été posé des questions précises ce jour-là. Monsieur le ministre Demafoot, vous prenez sur vous la responsabilité maintenant, et c'était le 23 mai, la responsabilité maintenant de faire consigner les quartiers, de mettre toutes les forces en état d'alerte pour que le jugement qui aura lieu le 29 mai se fasse dans de bonnes conditions. À partir d'aujourd'hui, je vous intime l'ordre de mettre des forces en mouvement pour garder la sécurité de l'État jusqu'à ce qu'un procès se passe de toute manière équitable et les quartiers sont considérés comme consignés. Et ces consignes-là avaient été données en sa présence, en présence du ministre de la Justice, en présence du ministre de l'Intérieur qui viendra être entendu comme témoin à la suite des preuves que Demafoot avait rejetées. Lorsqu'on lui a dit, nous avons trouvé ça, il a dit non, ça c'est du mensonge, nous n'avons pas de preuves pour ça. Alors donc, il faut qu'il se rappelle les actes de sa responsabilité. Et là, quand il vous dit qu'il n'a pas de souvenir exact, je dis qu'il n'est pas, il n'est pas de bonne foi, il ne faut pas oublier un événement qui s'est passé 6 jours avant les faits. Et puis, Monsieur le Président, je voudrais aussi souhaiter, dans la bonne discussion du débat, nous avons commencé très au milieu de l'affaire concernant Demafoot. Lorsque vous me donnez la parole pour poser une question, je crois qu'il faut renvoyer les débats. Il faut commencer les débats de Demafoot avant le mois de mai. Et parce qu'il y a eu des signes par écrit indicateurs qui montrent qu'il y avait déjà quelque chose avant le mois de mai qui s'est préparé. Nous avons des documents pour ça. Nous avons voulu lire texto et puis il va répondre à cette question. Maintenant, je souhaite pour ma part que l'interrogatoire de la Cour se situe avant les faits, au moment des faits et après les faits. Parce que c'est le schéma qui permet à la Cour de comprendre quels sont les actes matériels qui ont été posés par l'accusé Demafoot qui amène le ministère public aujourd'hui à le traduire devant votre Cour pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Donc, avant les faits, qu'est-ce qui s'est passé au moment des faits? Quel est le comportement de l'accusé Demafoot? Après les faits, quel est le comportement de l'accusé Demafoot? Et puis, à partir de ce moment-là, la Cour comprendra clairement les agissements de l'accusé Demafoot qui ont permis au ministère public de le traduire devant votre Cour pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Bien, Maître Mangade, une petite question. Monsieur le Président, je voudrais d'abord faire une observation pour dire d'abord ici, c'est vous qui êtes le Président. C'est vous qui dirigez le débat. Le ministère public, représenté par le procureur général, est parti au procès au même titre que la défense. Nous n'avons pas d'ordre à donner à la Cour en disant vous devez commencer par quelque chose. C'est vous qui avez la maîtrise de l'audience. C'est la première observation. La deuxième observation, hier, Monsieur le Président, Monsieur Demafoot avait voulu que Monsieur le procureur général puisse être entendu comme témoin en sa qualité de commissaire du gouvernement parce qu'il disait que c'était un témoin. Parce que c'était son collaborateur plutôt.
Et la Cour a estimé que dans ce procès, il n'était pas possible que le procureur général soit entendu comme témoin. Il s'avère que dans l'intervention de M. le procureur général, il fait état de faits qui ne sont pas dans le dossier, mais de faits personnels. À partir de ce moment-là, il n'intervient plus comme ministère public, mais il intervient comme témoin dans la procédure. Puisqu'il fait état de faits qui ne sont pas consignés dans le procès-verbaux sur la base desquels vous êtes mené à vous prononcer. Et ensuite, il y a mieux, M. le Président, parce que M. Desfout, quand il parlait, M. Joseph Ndoui, en tant que commissaire du gouvernement, il parlait de collaborateurs. Nous avons entendu hier M. le commissaire du gouvernement dire qu'en tant que commissaire du gouvernement, il était le subordonné de personne. En tout cas, M. Demafou n'a jamais dit qu'il était son subordonné. Même s'il l'avait dit, il aurait eu raison. Parce que le ministère public est dans un état de subordination, c'est la loi qui dit, un des principes fondamentaux qui caractérise le ministère public, c'est la subordination. Et en tant que commissaire du gouvernement, il y a une loi qui régit le tribunal militaire permanent. Eh bien, la loi sur le tribunal militaire permanent dit que les fonctions du ministère public près le tribunal militaire permanent sont exercées sous l'autorité, je précise, sous l'autorité du ministère de la Défense nationale par un commissaire du gouvernement. Ça veut dire que M. Joseph Ndoui, commissaire du gouvernement au tribunal militaire permanent, était bien subordonné de M. Jean-Jacques Demafou, ministre de la Défense nationale, comme il est aujourd'hui vis-à-vis de l'actuel ministre de la Défense. Parce que c'est un principe de droit. Et en tant que procureur général, il est aussi le subordonné du ministre de la Justice aujourd'hui, donc il ne peut pas dire qu'il est le subordonné de personne. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas Demafou qui le dit, ce n'est pas Nicolas Tchagaï qui le dit. Eh bien, je dis à M. le procureur général, vous avez beau être président d'une commission d'enquête totalitaire, mais en tout cas, vous ne pouvez pas inventer le tout. Bien, moi je pense que Monsieur le Président, nous n'allons pas en fait tous nous écarter de